Aujourd'hui, on va passer directement à mon invité du jour. Je suis avec Alain Kézak. Né en 1941 à Évreux, rien ne prédestinait Alain à créer l'une des plus grandes agences de publicité au monde. Ses parents veulent qu'il se constitue un bagage. Il est bon élève, donc il se retrouve à HEC. Un peu par hasard, il faut dire. Alain s'adapte sans difficulté et surtout fait là-bas, sur un terrain de foot d'ailleurs, la connaissance de deux amis qu'ils sont restés, dont Jean-Michel Goudard, avec qui il cofondera plus tard l'entreprise qui allait devenir le fameux Euro RSCG. Il faut savoir que le C dans RSCG, c'est le C de Kézak. Les autres lettres, pour que je vous donne quelques exemples, c'est donc Goudard, le G, Bernard Roux, R, et le fameux Jacques Séguéla, le S. Pendant des décennies, les 4 cofondateurs ont formé le carré magique de la publicité en France avec leur agence. En 2006, après plusieurs années passées dans le monde de la pub, Alain change complètement de vie. Il décide de complètement se remettre en question et prend un immense risque. Celui de suivre sa passion de toujours, le foot, et de devenir président du PSG. Ces 2 années de présidence seront difficiles pour le moins, et Alain nous en parle d'ailleurs dans le podcast. Il nous parle aussi de ce qu'il a appris et d'autres moments difficiles, comme son AVC, dont il a été victime en 2016 et qui s'est suivi d'une paralysie partielle sur le côté gauche du corps. Alain fait vraiment partie de ce genre d'homme qu'on rêve d'avoir comme un mentor. Malgré tous ses succès, des coups durs, il en a connu. Il a l'empathie de ceux qui s'en sont pris publiquement plein la figure. Et ça fait un bien fou. Sans langue de bois, il dit ce qu'il pense, quitte à fâcher, mais sans jamais juger. Et avec une force tranquille qui force le respect. Je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Kézak. Bonjour Alain et bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté l'invitation et je voulais en plus vous remercier parce que vous m'avez envoyé votre livre que j'ai commencé à lire, enfin l'un de vos livres, et d'ailleurs j'ai hâte de le terminer. Et je voulais commencer en réalité par justement vous en parler. Alors j'ai 1000 questions parce que vous avez eu plein de vies différentes, donc on va partir un peu dans tous les sens. Mais la première chose que je voulais évoquer avec vous, c'était l'aspect mentorat. En fait, commencer un petit peu par la fin et commencer en fait par justement tout ce que vous faites pour accompagner aujourd'hui des jeunes générations dans leur carrière professionnelle. Et notamment donc via ce livre, j'ai trouvé une citation que j'ai beaucoup aimée et je vais vous la lire. Vous disiez « J'ai une obsession, c'est la transmission. Les jeunes générations n'ont pas suffisamment de points de repère. Des gens comme moi ont pour devoir de faire partager leurs expériences, leurs succès et échecs, mais de façon très pratique. Je ne fais pas un que sais-je, mais un que fais-je ». Alors du coup, ma première question, elle est assez simple. C'est donc au sujet du mentorat. Je voulais tout simplement vous demander, quand vous commencez en fait tout simplement à discuter avec un jeune peut-être qui vous demande de l'aide, comment est-ce que vous pouvez l'aiguiller? Enfin, en fait, quelles sont les premières étapes? Comment est-ce que vous aidez un jeune? Comment vous le coachez d'une certaine manière quand vous commencez à discuter avec une personne qui se pose des questions professionnelles? D'abord, souvent, c'est des jeunes qui me sont recommandés par mes enfants, des amis de mes fils ou filles, ou ici, je travaille dans une banque d'affaires qui s'appelle l'Entra, où la moyenne d'âge, enfin, il y a des jeunes de 25 à 40 ans, donc le hasard fait que je rencontre beaucoup de jeunes. La première chose, c'est que je les évalue. C'est-à-dire que j'aime bien les maximes. J'en ai une que j'aime bien, c'est « Méfiez-vous de votre première impression, c'est souvent la bonne ». C'est pas mal. Et quand quelqu'un, ça peut paraître très superficiel, mais quand quelqu'un rentre dans mon bureau ou dans ma maison, je me fais une opinion qui peut être d'ailleurs fausse ou corrigée après, mais tout de suite. Dès le premier instant. Et quand je recrutais pas mal, ouais. Évidemment, déjà, si vous voulez, il y a tellement d'erreurs pour un jeune à ne pas commettre, mais pas des erreurs. Je pardonne, par exemple, très bien à un jeune d'être contracté. Au contraire, je trouve ça touchant. Mais je ne pardonne pas de venir me voir sans savoir ce que fait ma boîte, ce que j'ai fait ou autre. J'aime pas les jeunes arrogants. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui ont tout fait. J'aime pas les jeunes mentors. C'est-à-dire qui vous disent j'ai fait HEC par exemple, mais c'est pas HEC. Ils ont eu un master HEC après. Ouais. Moi je suis sportif, j'aime beaucoup le tennis. Alors comme ils savent que je joue au tennis, au football,
ils sont complaisants, ce que j'aime pas non plus. Et je leur demande, tu joues au tennis, toi? Il me dit oui. Donc vous aimez la sincérité, quoi. Tu es en quel classement? Et en général, il dit, non, moi je joue mais avec des amis. Et moi, un sport qui n'est pas fait fait en compétition, c'est un sport de château, quoi, aucun intérêt. Donc je me fais comme ça mon opinion, et après on discute, et là je suis assez indulgent, j'aime bien les gens réservés, pas grave qu'ils soient réservés, un peu timides, mais j'aime les gens sincères et naturels. Et justement, quand vous essayez d'aider ces jeunes, quelles sont les grandes questions qu'ils vous posent en général? Moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, alors j'ai beaucoup d'auditeurs sur le podcast qui me posent ces questions-là, et je voulais savoir si c'était les mêmes qu'on vous pose, mais sur leur parcours, qui se poser énormément de questions de sens en fait sur leur carrière, sur leur vie professionnelle. Et alors, je trouve que c'est pas évident de leur donner des réponses, de savoir en fait si on fait fausse route ou pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui se disent, enfin de jeunes ou moins jeunes, hein, même à 40 ans, 50 ans, ça peut arriver, de se dire, est-ce que ce job est fait pour moi? Est-ce que cette carrière est la bonne? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération qui se posent ces questions? J'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils sont perdus et qu'ils ont très peu de passion. Vous savez, il y a un slogan, vous connaissez, vous qui avez fait HSC, apte à tout et bon à rien. Donc, vous ne connaissiez pas? Non. Donc, je trouve que ça résume assez bien. Mais en général, la première question que je leur pose, c'est quelle est ta petite musique intérieure? Quel est ton rêve? De quoi tu as envie? Le reste, ça viendra après. Mais si déjà tu démarres pour des raisons pécuniaires, pour des raisons de plan de carrière, pour des raisons de marché plus ou moins ouvert, c'est mal barré. De quoi as-tu envie? Quelle est ta passion? Si tu as une passion, moi je reconnais que je n'étais pas un bon exemple parce que j'avais pas. Si j'avais quand même une passion, assez vite c'est la publicité. Mais je n'étais pas un passionné comme peut l'être un médecin qui dit que je serais médecin ou un avocat ou un aviateur. J'ai entendu chez vous d'ailleurs un colonel d'aviation qui était extrêmement brillant, mais lui il avait une passion. Il savait, limite. Mais même si on n'a pas la passion aussi forte qu'un chirurgien ou un aviateur, on doit savoir de quoi on a envie. Et s'ils n'ont pas de réponse, j'essaie de les aider à formuler leur désir, disons. Bah écoutez, ils ont en tout cas beaucoup de chance si jamais ils vous ont pour les accompagner, c'est évident. Encore une question sur le mentorat, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal les auditeurs. Si jamais on voulait être votre mentor, je dis pas que je vous demande d'être mon mentor, Alain, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais ce que je veux dire, c'est comment, selon vous, un jeune devrait démarcher une personne comme vous qui a beaucoup de choses à faire, qui est très sollicitée, qui a envie d'aider, de partager, mais est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner pour être approché de la meilleure manière? Prendre mon adresse mail, mon portable et m'appeler. Ouais. Je réponds toujours. J'ai une obsession, c'est de ne jamais laisser un appel ou un mail non répondu. Que ce soit un stagiaire ou un PDG, jamais. Je m'endors le soir, il n'y a jamais un mail qui traîne dans la boîte, jamais. Donc, il doit se débrouiller pour avoir mon portable et mon adresse mail, et il m'explique de quoi il a envie. Alors, tout dépend après comment il va l'exprimer. S'il me dit j'ai pas tellement envie de travailler, si je sens que c'est un peu un amateur ou un dilettante, je vais être moins motivé. Je vais répondre, je vais dire que j'ai pas envie. Mais sinon, c'est très facile. Je trouve toujours du temps. J'aime pas les gens qui disent j'ai pas le temps. Ça n'existe pas. On a toujours le temps, qu'on soit PDG ou retraité comme moi ou autre, on a toujours du temps. S'il n'y en a pas de temps, bien on vient prendre un petit déjeuner ici à 8h du matin et on se lève une demi-heure plus tôt. Ça n'a aucune importance. Donc je leur conseille simplement d'oser, oser demander.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez rarement. Souvent, les jeunes, moi la première, avec ce podcast, finalement, maintenant, je le fais un petit peu plus volontiers. Mais en fait, j'ai dû me pousser dans mes retranchements pour oser demander à des personnalités comme vous, mais comme d'autres aussi, de prendre une heure de leur temps. Et au final, là où on est assez agréablement surpris, c'est que souvent, les gens disent oui. Mais absolument. D'abord, les gens aiment bien parler. Mm. Moi aussi, je suis un peu bavard. Je compte sur vous, parce que vous savez, c'est que de l'audio, le podcast. Hein. Les gens aiment bien parler. Parler, moi, je donne pas mal de conférences, surtout depuis mon AVC, où je raconte beaucoup mon changement de vie, mon passage d'une vie à l'autre. Et le fait de parler, de donner des conférences, est un peu une thérapie, me fait du bien. Donc, les gens ne sont pas du tout... je connais très peu de gens. Moi, j'ai un passé de communicant. La moindre des choses, c'est de parler, de s'exprimer, de débattre. Et voilà. Et donc, je trouve que tout ça, c'est très simple, en fait. Mais il faut que les jeunes aient pas le courage, mais le réflexe de dire j'y vais. Et c'est même une preuve d'audace qui me plaît assez. Bien Alors, sûr. faut savoir exprimer. Je suis sensible aussi à une chose, c'est la brièveté des... J'ai été élevé chez Procter & Gamble, où pendant 5 ans, on n'avait pas le droit de faire une recommandation, ils appelaient, de plus d'une page. Ouais. Jamais. Donc, j'ai gardé cette habitude. Et quand les gens dans la pub venaient me dire « Je vais te présenter mon dossier, un dossier sur tel sujet », je dis « J'en ai rien à faire, ton dossier. Résume-moi en une page. 1, ce que tu veux, et 2, quelle est ta recommandation, quel est ton point de vue. » Donc j'aime bien les gens un peu concis. Je comprends. Bon, si on revient à vous, plus qu'au mentorat, je voulais tout simplement parler de vos débuts. Alors, il me semble avoir vu que vous veniez du Lot. Je suis pas né dans le Lot, je suis né en Normandie. Ah, en Normandie, pardon. Mais mon père est lotois. D'accord, très bien. Et j'ai une maison depuis 40 ans dans le Lot. Une très belle région que j'adore. Où je me suis cassé la figure il y a 3 ans en vélo. J'ai eu 3 vertèbres cervicales fracturées. Donc c'est un lieu, je n'en veux pas au Lot parce que j'y retourne demain. Mais c'est là où donc j'ai une bonne connaissance de ce pays. J'ai une maison près de Caja, je ne sais pas si vous connaissez, très connue par Coluche. Vous savez qu'il y a un sketch Papy Moujou à Caja. Donc, je ne connais pas celui-là, faudrait que je regarde. Mais je mettrai ça. Je vais le regarder, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Donc voilà, mon père est né à Figeac. D'accord, bah voilà, dans le Lot également. Et donc, j'ai pas de maison de famille, mais j'ai sûrement un atavisme qui fait que dès que j'ai acheté une maison. Il y a 30, 40 ans, je ne sais plus très bien. Et vous étiez d'une famille déjà d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, pas du tout? Mon père était ce qu'on appelait un VRP, c'est-à-dire un représentant à carte multiple. C'est à l'époque où ce métier était plus valorisé que maintenant. Enfin, il n'existe plus maintenant. Où les boîtes n'avaient pas une force de vente spécifique. Mais avait des multicartes. Donc mon père avait Pernod Ricard, Bananière, très bonne marque. Donc il était ça, et ma mère ne travaillait pas. Donc une famille à l'aise, mais pas classique, pas richissime, classique. Et j'ai beaucoup été élevé d'abord dans les études, parce que pour eux, ça passait avant tout, et beaucoup dans le sport, qui a guidé toute mon enfance, le tennis et le football. Ça, j'ai lu ça. Pour revenir sur les études, donc j'ai vu que vous aviez fait HEC aussi, ce qui quand même à l'époque est encore plus rare. Est-ce que c'est venu de vous, cette envie de faire des études de commerce? D'où c'est venu en fait l'idée de commencer tout de suite à vous intéresser au monde du business? Alors c'est une mauvaise réponse, mais c'est venu du fait que j'avais un ami aîné de mes parents, ou un fils des amis de mes parents, qui a fait HEC. D'accord, tout simplement. Il m'a dit, c'est bien HEC. Vas-y. À l'époque, je ne savais pas très bien. Et j'ai préparé à Carnot pendant 2 ans. Je suis fier d'une chose, c'est que j'ai été un des rares à faire HEC après des études littéraires. Ah. J'ai fait un bac. Vous ne vous dites peut-être rien. Si, j'ai fait un bac littéraire aussi, moi. J'ai fait un bac B et philo. Ouais. Bah. Donc, mais et j'ai passé des concours généraux en philo,
en allemand et en latin. Donc moi, j'étais assez nul en maths. Et je détestais les sciences nat. Je n'aimais pas du tout la physique. Donc j'étais un littéraire. Donc j'ai fait, à Carnot, il y avait une classe pour le rattrapage pour les littéraires, où tous les matins on vous disait, vous n'avez aucune chance d'intégrer HEC, Sympa. ce qui motivait beaucoup. Ouais, Et je suis rentré à HEC, quand je vous même. dis, sur la recommandation d'un ami. J'ai l'habitude de dire que une carrière, c'est un mélange de rationalité, d'opportunité et d'envie. La rationalité, c'est vrai, pour le choix d'une étude, la rationalité, c'est dire, tiens, HEC, c'est bien, Mm. parce qu'il y a beaucoup de débouchés. C'est ce qu'on disait avant tout. Mm, Le hasard, l'opportunité, c'est j'avais un voisin d'Évreux qui a fait HEC. Ça, c'est complètement. ouais. Et l'envie, c'est que comme mon père était quand même dans le commerce, que moi j'aimais beaucoup la pub déjà, et que c'était pas complètement un contresens. J'aurais pas, on m'aurait dit, faut faire une école d'ingénieur, me serais sauvé 2 ans à l'heure tellement je n'aimais pas les maths. Et pourtant, je suis dans une boîte de finance maintenant. Mais bon. Ça, c'est la boucle est bouclée. Vous avez dit à 2 reprises déjà que vous adoriez la pub étant petit, étant vraiment presque enfant. Alors, ça m'amène à vous poser la question de l'histoire de RSCG, dont vous êtes le C. Qu'est-ce qui vous a donné envie de co-créer cette agence? Donc, je comprends que vous aimiez la pub, mais comment ça vous est venu? Et ensuite, à partir du moment où, bon, ok, vous aimez la pub, mais de là, ensuite, créer une agence, parce que vous l'avez dit très rapidement aussi, vous travailliez chez Procter & Gamble, mais c'est complètement différent, en fait, de sauter d'une grosse boîte comme ça à créer sa propre agence. Alors d'abord, chez Procter & Gamble, j'étais dans une section qui s'appelait la Copy Section, qui était en rapport avec les agences de pub. D'accord. Et c'était le démarrage. Je suis rentré chez Procter en 65, je crois. Ouais. Et c'est le début de la télévision, l'ouverture de la publicité à la télévision. Donc on avait un service chez Procter qui se mettait au service des agences ou qui était en contact avec les agences pour les aider à travailler et tout. Donc j'ai déjà, chez Procter, eu un poste très proche de la pub. Déjà, ça c'est la rationalité. On va parler de l'opportunité. L'opportunité, c'est que, non, pourquoi? Oui, c'est que chez Procter, si vous voulez, on ne reste, ou on reste 5 ans, Oui. ou on reste la vie entière. Mm. Moi, je suis un fan de Procter, mais j'avais pas envie d'y passer ma vie, et donc j'ai eu l'opportunité d'un camarade qui s'appelait Bernard Brochant, qui est l'ex-maire de Cannes, et qui est un garçon très brillant, 2 ans, 3 ans depuis que moi, qui était HEC, et qui était dans la pub, et qui quittait son agence, et qui m'a dit, est-ce que tu veux prendre ma place? J'ai dit oui. Donc, au bout de 5 ans, je suis parti d'une agence de pub américaine. En 3 ans, une agence qui s'occupait de produits comme Colgate, D'accord. Fromagerie Belle, peu importe. Qui s'appelait Et comment cette agence? NCK, Norman Craig Campbell, qui n'existe plus maintenant. Ouais. Et au bout de 3 ans, le vrai choix, d'abord c'est toujours la passion de la pub, c'est de monter ma boîte. Donc la chance, si vous voulez, c'est que pour monter une agence de pub, ça coûte pas cher. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Oui, il faut des idées, il faut des clients. Et il y a toujours ce même ami qui m'avait incité à venir chez Procter, incité à venir chez NCK, quitter aussi son agence, avait été démarché par Roussegala, qui avait monté leur agence un an et demi plus tôt, et qui leur avait dit, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc il leur a dit non, parce que j'ai déjà un job dans une agence qui s'appelle toujours DDB, mais j'ai un copain, Kézak, qui fera l'affaire. Donc j'ai rencontré Roussegala, on a mis exactement un déjeuner, mais vraiment un déjeuner avec l'un, un déjeuner avec l'autre, pour dire on va ensemble. Et vous avez au bout de un déjeuner, mais racontez-moi, parce que c'est fou quand même, normalement on n'arrête pas de dire, et moi la première, quand on doit s'associer avec quelqu'un, il faut faire des tests pendant 6 mois, etc. Pas le moindre test. D'abord, il me connaissait un peu de réputation, et moi je le connaissais,
et on avait déjà le sentiment qu'on était complémentaires. Il y avait ces gars-là qui étaient le créatif, un peu, comment dire, turbulent. Foufou, oui. Il n'a pas changé d'ailleurs. Roux qui était le financier, un peu taiseux. Il leur manquait un homme de marketing ayant été élevé dans la grande consommation, dans le food. Donc il y avait une logique. Donc c'est une denrée qui était assez rare en fait. Et donc ils sont tombés sur moi. Brochon leur avait dit beaucoup de bien de moi. Et puis, mais pas plus d'un déjeuner, non seulement pour m'intégrer à eux, mais m'associer à eux. Ils avaient 100% des parts. Ils ont gardé, est-ce que je compte bien, 30, j'ai pris 20%, donc 40, 40 et 20. Ouais. Et après, on a intégré un quatrième HSC aussi, Goudard, qui a pris 10. Donc, tout ça s'est fait par, par recommandation de gens extérieurs. C'est ce qu'on appelle l'advocacy. Et un déjeuner, parce que ce qui nous intéressait, c'est de savoir si on avait envie de travailler avec quelqu'un. Moi, on n'a pas besoin de se voir 6 mois pour savoir si on a envie. Bon. Et vous étiez prêt à sauter le pas et à leur faire confiance aussi, et à franchir le cap immédiatement. Je connaissais pas très bien, mais je connaissais leur réputation. Je savais qu'à deux, j'y arriverais pas, parce qu'ils étaient spécialisés dans l'immobilier et que c'était des gens assez clivants. Je savais qu'à trois, on ne sait jamais. Et alors là, tout le monde m'a dit, n'y va pas. J'ai aussi un principe, c'est quand on me dit n'y va pas, c'est un très bon signe, il faut y aller. Donc, n'y va pas, pourquoi ces gars-là, c'est un rigolo. Ouais. Toi, tu es un mec sérieux, tu avais Procter, je n'entendrai pas. D'autres me disaient, la pub, à l'époque, la pub avait une mauvaise réputation. Mon associé, ces gars-là, avait écrit un livre qui est « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». Donc, pour vous dire que la pub, c'est un métier qui n'était pas très reconnu. Donc, nous, on ne continue pas dans la pub, c'est mieux que ça. Ça m'a motivé pour le continuer. Donc, à force d'avoir sur 10 recommandations d'amis, j'ai eu 9, n'y va pas. Je me suis dit, très bon signe, je vais y aller. Et je vais y aller parce que mon principe, c'est de ne pas m'associer à des clones, tel le profil type dont je faisais partie, c'est HSC, Marine, Football. On était tout un groupe qui avait ces 3 caractéristiques. Et je me dis, si je m'associe à des gens semblables à moi, je n'amènerai rien. C'est là, je le dis dans mon livre, il faut s'allier avec des gens dissemblables et pas avec des gens qui font le même métier, plus ou moins bien que vous, mais éventuellement mieux que vous. Voilà. Donc, un déjeuner, un restaurant italien près de la rue Berrier, et je suis montré associé, c'est bouquet. Et justement, au niveau de la collaboration, après, sans vous faire dire des choses indiscrètes, mais le fait que vous soyez aussi différents, avec des caractères et des compétences aussi différents, c'était pas difficile peut-être d'avoir une stratégie pour l'entreprise, ou la collaboration s'est passée comment dès le début? C'était simple, ou au contraire, il y avait des clashs tout le temps, mais c'est peut-être ça qui vous faisait avancer? En fait, le secret, c'est premièrement que l'on était d'accord sur les grandes options. On commençait tous les séminaires, c'est moi qui avais un peu amené ça, pour dire, avant de parler boulot, tu as envie de quoi dans la vie, toi? Il y en a un qui pouvait dire, moi j'ai envie de vendre ma boîte, de faire du fric. L'autre qui disait, moi j'aime mon métier, peu importe l'argent, j'ai envie de rester indépendant le plus longtemps possible. Un autre qui pouvait dire, moi j'ai plutôt envie d'avoir une vie agréable, des vacances et tout. Enfin, en général, on posait ces questions de mode de vie. Oui, bien sûr. Et on était assez d'accord. Vous étiez alignés tous les trois là-dessus. Alignés pour le meilleur et pour le pire, tellement alignés que, par exemple, à un moment, on a fait une grosse cote sans arrogance. On était l'agence créative du marché. Vous étiez l'agence du moment, quoi. Et toute l'agence américaine voulait nous racheter. Je serais millionnaire et milliardaire. Et têtu comme on était, on était à New York, chez l'agence DDB,
Ils ont fait un cinoche pas possible. Et en partant, on a tous les 4 éclaté de rire. Il n'est pas question, même pour 250 millions, je sais pas quoi, qu'on se vende. Donc, je pense qu'on a eu tort d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on était aligné aussi sur les conneries à ne pas faire. Le projet, donc, c'était pas de vendre, mais c'était d'avoir une boîte et d'être libre. D'être le plus gros possible indépendant. On n'avait pas de limite à l'ambition. Il y avait une mode à l'époque qui était de dire pour bien travailler, il faut être petit. Et nous, on disait l'inverse, pour bien travailler, il faut être le plus gros possible et mondial. On a pris des tas de risques, on a racheté des agences plus grosses que nous. On est devenu la troisième agence française en rachetant des agences qui, encore une fois, avaient, non pas le double, mais presque de taille que nous. Des agences qui avaient un peu à la tapis, des agences qui avaient des problèmes ou de finances, ou d'hommes en général. Et on a ouvert des agences dans tous les pays du monde, aux États-Unis, partout, enfin, Brésil et autres, jusqu'au jour, en 91, c'est-à-dire 20 ans après, où on a eu du mal à faire face à nos dettes, et on a été repris par Havas, qui étaient aussi des amis. On n'avait aucune admiration pour un concurrent qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs que nous, mais on aimait bien les gens qui dirigeaient cet agent. Donc on est rentré là. Et puis dernière réponse sur comment est-ce qu'on est arrivé à s'entendre, eh bien en se disant toujours les choses. On s'est engueulé comme c'est pas possible. On s'est écrit des lettres d'injures, avec ces gars-là, tous ces gars-là et moi. Oui, il avait l'air d'avoir un caractère et aussi assez fort. De bien écrire, mais il écrivait bien. Moi, j'aime pas me laisser faire. Quand on me donne un coup, je réponds. Donc, je suis assez rancunier. Pas rancunier, mais un petit peu comme un joueur de foot qui, quand il reçoit un tacle, aime bien rendre. Ouais. Et donc, on avait... Œil pour œil, quoi. Et on s'engueulait oralement. Mais voilà, le lendemain, terminé. On travaillait. Vous arriviez à faire la part des choses entre le professionnel et le conseil que je donne ici, il y a beaucoup de partenaires et je leur dis parlez, communiquez, dites vos vérités. Quand vous êtes en désaccord, respectez, essayez de crever l'abcès. Ne dites pas moi je suis marié depuis 40, je sais pas combien, 43 ans avec la même femme. Félicitations. Je sais pas, mais un des secrets, c'est on sait toujours tout dire. Je suis jamais resté à bouder plus d'une heure. Et encore une heure maximum. Je déteste les gens qui boudent. Quand on a une chose à dire, il faut le dire. Il faut que ça éclate. Alors moi, j'ai parfois la tendance à être un faux calme et à dire des choses qui parfois sont un peu blessantes. Mais bon. Mais il faut pas avoir peur du conflit aussi. Je pense que beaucoup de personnes ont peur justement du conflit et n'osent pas s'exprimer à cause de ça. Je suis marxiste, c'est les conflits qui font le dynamisme des choses. Très bien. Vous me parliez de l'association, on en a pas mal parlé, mais au-delà de ça, donc vous m'avez dit, et c'est ce que j'ai lu aussi, et je le sais évidemment de réputation, que RSCG devient quand même dans les années 70-80, enfin vraiment c'est l'agence que tout le monde s'arrache. C'est aussi un peu l'agence de tous les excès quand même, il faut le dire, notamment via certaines campagnes qui ont marqué les esprits. Et avec le recul, je voulais vous demander, c'est peut-être difficile à dire, mais quels sont pour vous les grands points de différenciation qui ont fait que vous avez explosé à ce point-là aussi rapidement ? Je dirais la créativité populaire. Vous avez qu'est-ce que vous voulez dire ? Des agences qui étaient très créatives, très imaginatives, qui avaient de bonnes idées. J'en cite une que j'aime beaucoup, qui s'appelait BDDP, Boulet de rue depuis petit, mais qui avait un style très différent, plus intellectuel, avec peut-être si on est méchant avec nous, on dit plus d'intelligence, on était instinctifs et on criait fort. On était plus TF1 qu'Arte, si vous voulez. Ouais. Mais c'était un choix depuis le début. C'est un choix depuis le début. Et deuxièmement, de faire ce que j'avais envie de faire, de toujours faire ce qu'on nous disait de ne pas faire. Je vous donne 2 exemples de campagnes. On a fait 2 campagnes qui ont fait un petit peu notre réputation. La campagne de Mitterrand, La Force Tranquille. Vous vous rendez compte que tous nos clients ont dit n'y allez pas, vous allez perdre tous vos clients. Oui, bien sûr. On a dit on s'en fout, on y va. On a fait, on a gagné. Et les mêmes clients
qui avaient dit de ne pas y aller se sont dit après, Ouais. finalement, on va peut-être aller chez eux. Ouais. Si on fait élire Mitterrand, ils ne sont pas si mauvais. C'est ça. Deuxième campagne, on a lancé les produits libres de Carrefour. Vous savez, c'est le lancement des marques de distributeurs. Ah oui. À l'époque, il n'y en avait pas. Les premiers ont été Carrefour Mm, et on appelait ça les produits libres. mm. Et tous nos clients, on avait Jacques Vabre, on avait des clients de Danone ou autres, nous ont dit, si vous faites les produits libres, vous serez en concurrence contre nous, Ouais. on y va quand même. On est allé, on a fait une superbe campagne, on a perdu 1 ou 2 clients, mais les bons sont restés. Ils se sont dit aussi, finalement, ça veut dire simplement que la stratégie, elle ne doit jamais être guidée par vos clients. Mm. En publicité, on doit être soi-même. On doit ne jamais faire ce que le client demande. Mm. On ne doit pas faire non plus l'inverse par principe. Oui, parce qu'il est Mais- averse au risque aussi, en général. Bien sûr, le reste, si on fait l'inverse, on est forcément irresponsable, mais on doit servir notre client. Mm. Vous avez pour moi un mauvais commercial d'agence, revenez me voir, il s'est bien passé. Ah oui, ça lui a plu. Mais je m'en fous que ça lui a plu. Est-ce que c'est une bonne campagne? Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est une bonne recommandation? Donc on a fait Mitterrand, on a fait Carrefour, on a fait Citroën avec des Grace Jones, avec la muraille de Chine ou autre. Donc on a toujours pris des risques de... Justement, au niveau des risques que vous avez pris, est-ce qu'il y a eu des moments, alors ça peut être au niveau des campagnes, mais ça peut être au niveau financier aussi, quand vous avez fait des rachats par exemple, ou au niveau, je sais pas, humain, est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu peur, où vous avez dit, là, je vais prendre ce risque, on va prendre ce risque, et honnêtement, on n'est quand même vraiment pas sûr de nous, et est-ce que vous pourriez m'en parler? Je dirais qu'on n'a pas assez eu peur. Ah ouais. Bon, pourtant, vous avez eu un beau succès quand même, donc... Oui, mais à un moment, je pense qu'on aurait dû... Alors c'est une erreur collective, on ne rejette pas la faute sur le financier, mais on aurait dû comprendre plus vite qu'on ne serait pas une agence... On était quand même la première agence européenne et la 5e agence mondiale. Mondiale, ouais. Ça, c'est quand on a été racheté par Havas. Mais avant, on était quand même 6 000 en France et dans les 2 premières agences françaises. On aurait dû comprendre qu'on ne pourrait pas monter au sommet sans partenaires extérieurs. Aujourd'hui, on dirait sans des fonds, et donc on a voulu toujours rester entre nous. Et c'est une erreur qui nous a coûté l'indépendance, si vous voulez. Donc la réponse est que on aurait dû avoir plus peur. Et on a eu peur quand bien sûr un peu, quand on avait vu qu'on ne pouvait pas payer nos dettes, mais comme on avait une bonne image, on a tout de suite été courtisé par des boîtes banques, ouais. qui, au lieu de donner 100, nous ont donné 5, si vous voulez. Mais ils nous ont donné quand même. Ils n'ont pas laissé mourir. Ouais. Et donc justement, alors bon, on va pas parler de toute votre carrière chez RSCG parce que je parlais aussi du PSG et d'autres choses, mais vous finissez donc par quitter RSCG, je crois, quand notamment quand c'est racheté par Bolloré. Alors oui, c'était devenu Havas. Oui. Havas et la holding s'appelait Havas et Euro RSCG était une des filiales, était le groupe mondial. Et à ce moment-là, du coup, vous décidez de quitter. Donc je sais que vous devenez président du PSG quelques temps plus tard, quand même pas très longtemps plus tard. Qu'est-ce qui fait que, premièrement, vous avez quitté Euro RSCG, et puis ensuite, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette aventure PSG? Donc je sais que vous êtes très amateur de foot, on en a parlé même quand vous étiez plus petit, mais qu'est-ce qui a fait que quand même vous avez envie de prendre ce risque énorme de rentrer à la présidence? D'abord, première réponse, j'ai quitté Havas parce que M. Bolloré arrivait et que je n'ai aucune estime pour lui. Et si vous voulez, quand il est arrivé chez nous, il est arrivé méthode Bolloré, je prends 5%, on était assez contents. 5% de Bolloré, ça va renforcer Havas, qui avait un actionnariat assez dispersé. Et de 5, il est après 10, et puis après 15, et après 20, et il s'est mis à contrôler Havas sans mettre l'argent pour prendre la majorité. C'est un nom anglais que j'ai oublié, quand on essaie de contrôler une boîte sans prendre la majorité. Sans prendre la majorité. De façon un peu insidieuse. Et là, il souhaitait que je reste, et moi j'avais une clause qui me permettait de partir avec mes indemnités
relativement modeste, 2 ans de salaire, enfin normal, en cas de changement d'actionnaire. Et donc, comme je ne dis pas que M. Bolloré n'a pas de talent, mais il a un talent financier, mais j'avais aucune confiance sur la stratégie qu'il voudrait appliquer. Je veux dire, c'était pas du tout mes valeurs. Mes valeurs et mes idées. Je comprends. Donc, et au niveau des émotions, ça a dû être dur quand même pour vous. Ça a été dur parce que, émotion d'abord, mais là je suis assez solide, mais surtout ce qui a été un peu dur après, c'est que ce monsieur m'a fait 9 ans de procès quand même. Ah oui. Puisque il a voulu dire que j'avais falsifié la feuille qui me donnait la possibilité de partir. Ouais. Moi, je l'ai attaqué au prud'homme. Et 9 ans. 9 ans, et j'ai bien sûr gagné. 9 ans aussi pour mes partenaires qui s'appelaient Jacques Héraille et Alain de Pouzillac, qui ont gagné aussi. Mais 9 ans de galère, avec les flics à 6 heures du matin chez vous, avec un des 3 a fait garde à vue, il a employé tous les moyens possibles, imaginables. Et un jour, je suis allé dans son bureau, je lui ai dit, Vincent, vous savez que vous êtes un escroc, vous êtes comme quelqu'un qui vole des sacs Vuitton dans un... Alors, il a un côté, je reconnais, admirable, c'est que tout passe. Il y a un tel mépris, je pense, de vous, que... Mais non, Alain, mais je suis obligé vis-à-vis des actionnaires et tout. Je dis, de toute façon, je suis prêt à être en procès pendant 10 ans. Ça me fait beaucoup moins de mal que si j'apprends que mes jumelles ont une bronchite. Donc, c'est pas grave du tout. On ira jusqu'au bout. Donc, il a essayé de négocier, de faire une négo à la moitié. Des médiations, des choses comme ça. J'ai pas lâché. Mais 9 ans, c'est un peu lourd. Ouais, c'est sûr. Et donc, vous savez, quand on voit Canal aujourd'hui, et encore une fois, il gère son argent comme il le veut, plutôt bien, parce qu'il en a beaucoup. Donc, c'est un très bon, comment on dit, une très bonne ingénierie financière. Ouais, intelligence financière. Mais pour bâtir une agence de pub, reprendre une agence de pub, il a sûrement fait du bien au niveau des chiffres. Ça, il les contrôle bien. Mais il n'y a pas que la rentabilité. Il y a le développement, il y a l'image, comme Canal, si vous voulez. Un Canal, ils sont en train de virer 500 personnes aujourd'hui. Évidemment, ça veut dire plus rentable. Ça, je sais le faire aussi. Mais mon problème, moi, c'est que j'ai vécu je suis un enfant de Canal. Moi, c'est les Guignols qui m'intéressent. C'est le sport à Canal. Et l'avenir de Canal, c'est pas d'être rentable simplement environ des gens. J'ai quitté j'ai quitté Havas pour ça. Juste pour rebondir sur ce sujet, c'est 9 ans de procédure et après tous les ennuis de façon générale que vous avez eu, où vous disiez, moi j'ai les reins solides, je tiens bien. C'est quelque chose... je ne sais pas si vous avez des conseils à nous donner. Je trouve que quand même quand on est entrepreneur, on a beaucoup de soucis. C'est pas tous les jours facile, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de moments de doute. Comment est-ce que vous avez fait justement pour surmonter? En plus, je sais qu'au niveau émotionnel, souvent quand c'est des procédures personnelles, c'est très dur. J'ai pas perdu le sommeil une journée, une nuit. Si vous voulez, moi, en plus encore plus maintenant du fait de ma maladie, mon AVC, fait que je fais la part des choses. À l'époque, j'avais un fils qui a une maladie. Donc, il s'en est bien tiré. Mais pour moi, c'est tellement plus important que d'avoir un emmerde de boulot que j'ai toujours relativisé les choses. Et j'ai jamais... Pour moi, le travail, à un certain niveau, quand on a assez pour manger, je ne parle pas des pauvres gens qui se battent avec 1 000 euros par mois, mais le travail, c'est du théâtre. Je surtout toujours considéré qu'il y avait des bons moments, des actes réussis, des actes ratés, et que la vie n'était jamais un long fleuve tranquille, en tout cas. Ce qui m'intéressait, c'est que le reste marche bien. Et autant j'aurais été fragile si j'avais su que j'avais des problèmes de santé vis-à-vis de mes proches, autant boulot, non. Il y a un peu le foot. Une défaite au football, ça m'a fait plus d'émotion que souvent que l'échec au travail. Alors justement, très belle transition vers le foot.
Est-ce que vous vous rappelez de vos premières émotions sportives au foot? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plongé dedans? Enfin, j'ai l'impression que vous êtes complètement passionné de foot depuis la plus tendre enfance. Vous savez, à Évreux, j'ai fait 2 choses. J'ai fait le tennis, où j'ai plus pratiqué que le foot à un haut niveau, enfin assez haut niveau, et le football. Mon père était président du club de football D'accord, donc il y a un d'Évreux. atavisme familial Et quand même. depuis l'âge de 4 ans, je le suivais, je tirais la veste et j'allais à tous les matchs avec lui. Mm. Quand j'avais une mauvaise note en classe, la pire punition, c'était tu n'iras pas au football dimanche. Et une année, j'ai pas bien travaillé. J'avais 12-13 ans, ils m'ont supprimé, pourtant ils étaient plutôt bienveillants et sympas, mais ils m'ont supprimé une année de pratique de football. Ah oui. Parce que pour dire, ça lui prend tellement la tête que alors, ils m'ont mis au basket. Là, c'est vrai, j'étais moins passionné. Donc, c'est un atavisme complet. Après, quand je suis venu à Paris, il y avait un club qui comptait, qui était le PSG. Je suis devenu d'abord sympathisant, après dirigeant, et puis je suis resté, ça fait 30 ans déjà. Et à un moment, Canal+ a revendu ses parts à Colonie Capital. Ce qui est amusant, parce qu'il y a une logique, c'est... Vous connaissez Colonie Capital? Non, c'est un fonds de private equity. C'est un fonds absolument très, très costaud. Il y avait et Colonie associée à Morgan Stanley et à Butler, mais surtout Colonie, avec comme patron Bazin, qui est maintenant le PDG d'Accor, qui est devenu un grand ami, a repris le PSG, a racheté le PSG à Canal+, et a cherché un président. Ouais. Et là, je ne connaissais pas du tout Sébastien Bazin. On lui a dit du bien de moi en disant tiens, il a un bon profil, chef d'entreprise et fanat de foot, et en plus il est au PSG depuis longtemps, tu devrais Il m'appelle un jour, j'étais à Courchevel d'une boîte de nuit, j'entendais rien du tout, et il me dit est-ce que vous voulez être intéressé? Je dis écoutez, j'entends rien, on se rappelle demain. Le lendemain, il m'appelle de Chicago, je sais pas, il voyageait partout, et il me dit le problème c'est que je dois donner une réponse demain à Canal+, et à Pigasse qui a été le conseil du Canal. Demain. Ça vous laisse pas beaucoup de temps. Je lui dis je marche, j'y vais. Ah ouais, direct. Et je ne l'avais jamais vu. Et on se dit, on avait rendez-vous avec Pigasse chez Laurent. Vous connaissez Pigasse, qui est Oui, de nom. De nom, et qui était le conseil du Canal, qui Mathieu voulait voir Pigasse. si j'avais une gueule quand même possible. Il ne voulait pas revendre à un voyou. Et on ne se connaissait pas avec Bazin. Et je lui ai dit, Sébastien, vous passez me prendre à mon bureau. C'était une agence, une banque d'affaires comme ici. Et puis on fait le voyage du bureau avenue Georges V à chez Laurent qui est du côté des Champs. Il y a 10 minutes. Restaurant. En 10 minutes, on a suffisamment de temps pour savoir si on se plaira. Bah, vous êtes rapide, mais ça c'est le côté premier instinct, vous en parliez. Aucun problème. Lui a dit ça marche. Moi j'ai dit ça marche. Et on est arrivé chez Laurent et on s'est dit il faut qu'on ait l'air de se connaître bien. Et on s'est tutoyé comme si on était des copains de longue date. C'est fait comme ça. Et vous êtes resté donc 2 ans à la tête, à la présidence, ouais, j'ai vu ça. J'ai fait un bouquin qui s'appelait Passion impossible, parce que c'est les 2 ans les plus exaltantes et stressantes là. Autant je vous dis, dans la pub, j'ai pas stressé beaucoup quand je devais prendre la parole, tout ça. Mais le foot, ça a une telle aura médiatique, qu'il y a une espèce de dictature médiatique qui fait que quand vous perdez, vous êtes un 0. Oui. Quand vous gagnez, vous êtes un héros. Oui, il y a aucune zone grise, quoi. Enfin, tout est. Et vous faites le bonheur ou le malheur à chaque match à mon époque, de 5 ou 6 millions de sympathisants qui aimaient beaucoup Paris, et aujourd'hui encore plus. Et donc, une défaite est une blessure. Vous en prenez, je ne sais pas si j'ai eu un AVC, s'il y a un lien, je ne crois pas quand même, mais je travaillais du matin jusqu'au soir, avec passion d'ailleurs. Les journalistes vous appellent à 16h du matin, si vous ne répondez pas, ils vous taillent dans les journaux, ils vous disent du mal de vous, qu'à un moment, vous êtes obligé de les prendre, vous
vous dites s'ils ont écrit des choses désagréables sur vous, vous dites je vais ne plus leur parler pendant 8 jours, et puis vous êtes obligé parce que les journalistes sont plus forts que vous. Donc, le fait que ça ait été une période aussi difficile, excusez-moi de vous interrompre, que comme vous disiez, en plus vous viviez pas forcément très bien quand il y a des échecs sportifs. Et là, ce qui a été difficile, d'après ce que je comprends, c'est que pendant 2 ans, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. En plus, c'est un peu indépendant de votre volonté, même de votre travail. Mais j'étais le président, donc voilà. j'étais responsable. Mais ça, est-ce que cette période vraiment, alors je dirais pas d'échec, mais est-ce que vous pourriez me dire, au-delà du stress, quels étaient peut-être les sentiments que vous aviez, comment vous réagissiez face à l'échec du club en match, face à une autre compétition, quelles étaient vos réactions? Est-ce que vous arriviez à garder votre sang-froid? Est-ce que vous essayiez de vous projeter de l'avant? Est-ce que c'était le coup dur à chaque fois? Non, j'essayais de garder le sang-froid parce que on est obligé vis-à-vis des joueurs, des supporters. Mais au fond de moi-même, je faisais pas le malin. J'étais très, très stressé. Mais je n'essayais de pas trop le montrer. J'avais un actionnaire formidable qui me voyait au restaurant regarder les autres résultats des matchs. Il me disait, mais tu n'y peux rien, pas la peine de te... Non, il était formidable d'ailleurs. Donc non, j'ai vécu ça, un mélange de passion et de stress permanent. Donc difficile. Et comme vous le dites, les résultats étaient, alors qu'on avait tout fait pour que ça soit bien, les résultats étaient plus que moyens. Plus que moyens. Donc ça s'est bien terminé. Et je suis pas parti à cause des résultats. Je suis parti parce que à 4 matchs de la fin, on était mal. Et moi, j'avais préparé un plan sec vis-à-vis de... Vous étiez mal au niveau financier, vous voulez dire? Non, un plan sec, par exemple, en faisant venir, vous savez, dans ces cas-là, on a besoin de choc psychologique. Vous faites venir Yannick Noah qui vit pendant 1 mois avec l'équipe. D'accord. On l'a fait une fois. Vous faites venir... Donc les joueurs n'étaient pas bien, quoi. Donc voilà. Et donc, j'avais un plan sec. Et le samedi, nouvelle défaite, il restait 4 matchs. Et je dis à Bazin, rendez-vous demain, si tu veux bien, au Parc des Princes, dans mon bureau, et j'aurai un plan à te proposer pour éviter la catastrophe de fin de saison. Et j'arrive, et il me dit, écoute, c'est un peu trop tard, tu restes président, tant que je serai là, tu seras toujours président, mais on a recruté un garçon qui sera un peu un conseil du sportif. Tout. Et là, je lui ai dit, écoute, très bien, tu as ma démission dans la minute. Pour moi, il y avait 2 raisons. C'est que je ne pensais pas pouvoir travailler avec cette personne. Et surtout, manager, l'actionnaire n'a pas à m'imposer un collaborateur. Ouais, bien sûr. C'est une règle, ça. Je lui ai dit, tu as une seule décision, c'est de me virer ou pas. Ça, tu as absolument le droit. Mais tu ne m'obligeras pas à prendre quelqu'un que je n'ai pas choisi. Il m'a dit, donc je lui ai dit, rendez-vous demain matin, voir si l'un ou l'autre on a changé d'avis. Ouais. Le soir, j'ai réuni ce que j'appelle mon conseil de famille, ma femme et 4 enfants. Et je leur ai dit, je vais partir pour cette raison. Ils m'ont donné raison. Honnêtement, je ne sais pas s'ils auraient pu me donner tort. Je serais parti quand même. Mais en tout cas, ils m'ont conforté dans ma décision. Le lendemain matin, on s'est vu chez moi. Je lui ai dit, tu as changé d'avis, tu vas toujours intégrer cette personne. Il m'a dit, oui, je suis obligé. Je lui ai dit, moi, si je n'ai pas changé d'avis, donc conférence de presse, j'ai fait une conférence de presse devant 300 journalistes, j'ai l'impression d'être Obama. Et j'ai dit, j'émissionne en essayant de le faire assez, correctement, en essayant de soutenir le club, en essayant de pas partir. Ça n'a pas dû être facile aussi quand même, la prise de parole publique pour dire que vous quittiez. Mais voilà, j'ai expliqué pourquoi je partais et que je souhaitais que du bien au club. Ensuite, j'ai revu Bazin, qui est maintenant un ami. Le lendemain, je lui ai dit 2 choses l'une. Ou on est fâché, ou on reste amis. Moi, tu as fait ton boulot d'actionnaire. Tu vas pas écouter, mais tu as le droit de pas m'écouter. Moi, j'ai fait mon boulot de manager. J'ai pas fait de concession. Donc, j'ai aucun reproche à te faire. Ou on est fâché,
on reste amis. Il m'a dit, on reste amis. Ouais, vous avez Nous, su on rester est les meilleurs professionnel. amis du monde. La compétition, c'est une école de la vie importante pour vous? C'est la seule école de la vie. Il n'y a rien qui m'agace le plus dans les recrutements ou autres que des gens qui me disent, j'aime le sport. Ouais, quel sport tu fais? Ben, je fais du foot. Mais en compétition, ah non, avec des copains. Je lui dis, me parle pas de ça. Ouais. Ça, c'est pas ça le sport. Le sport, c'est la bagarre, c'est la lutte, c'est la compétition. Sinon, c'est de loisirs. Donc, compétition, c'est Et dans le business aussi, ou finalement c'est quelque pareil. chose que vous appliquez uniquement au sport? Pareil dans le business. Moi, vous savez, dans la pub, c'était un métier assez. On se connaissait tous. On avait tous fait plus ou moins HEC. On avait l'ami qui m'a recommandé, c'est devenu un de mes concurrents directs. On était amis le soir si on jouait au foot ensemble, mais dans la journée, on se bagarrait comme des fous. Donc la compétition était admise et on peut être en concurrence avec quelqu'un, mais en temps correct. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours prôné. Moi, je suis pas un petit saint, mais j'ai aussi une maxime, c'est que nul ne s'est jamais perdu dans le droit chemin. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise, les bons, ils sont honnêtes. Il y a une justice immanente. Alors, il y a quelques personnes qui peuvent durer quelques temps en étant en dehors des clous, Oui. mais ça en finit toujours général, par vous rattraper. je dis souvent aux jeunes, ce qui paye, c'est la correction. Si vous êtes correct avec quelqu'un, un dirigeant de football à qui je voulais acheter un joueur, si j'étais correct ou vendre, ben, la prochaine fois, la fois d'après, il était correct avec moi. Oui. Je comprends. Pour terminer, je voulais parler, si ça vous dérange pas, de votre AVC. Donc vous avez vécu, je crois, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Oui, j'ai fait une chute de vélo dans le Lot où je me suis cassé 3 vertèbres. J'étais opéré d'urgence et je suis revenu bien dans ma maison du Lot. Et 3 semaines après, j'ai fait un AVC. Et là, j'étais d'hôpitaux en hôpitaux, hôpital de Garches, de Granville, de Toulouse, partout. J'étais complètement paralysé au début des deux côtés. Et le côté droit a repris vite, après du côté gauche. Et là, j'en ai vraiment bavé, mais ça m'a changé complètement mon logiciel. J'allais vous demander justement en quoi un accident, si je puis me permettre de vous poser la question bien sûr, mais en quoi un accident aussi important change peut-être au-delà du physique même, votre façon de penser, de réfléchir, de penser à la vie, à la famille, au travail. Bien vous voyez le titre de mes conférences dit tout. Je fais pas mal de conférences là-dessus. Je raconte ma première vie et disons ma deuxième vie. Et je dis de la joie de vivre au désir de vivre. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune joie de vivre. Parce que la joie de vivre, la vraie joie, c'est de faire la fête, c'est de travailler, d'être mobile, c'est de faire du sport, c'est moi qui suis plutôt, malgré mon image, un peu stressé, c'est de dégager, importer le stress et exporter l'énergie. Ouais. Donc j'ai plus de joie de vivre, mais j'ai un désir profond de vivre. Alors, est-ce que c'est un devoir ou un désir? Et donc, il y a 2 choses qui me sauvent. J'essaie de faire un exercice mental. Premièrement, ne plus penser à moi. De me dire ce qui compte, c'est les autres. Et l'avenir, à mon âge, et dans mon état, j'ai aucun avenir souriant. J'ai des petits-enfants, je suis heureux de les voir, mais j'ai quand même pas un avenir. Je serai jamais président de la République. Voilà. Je vous le souhaite pas. Non, j'aurais aimé. Ah bon? Ça aurait été mon rêve. C'est vrai. Mais bon, il y avait une marche. C'est pas facile. Pas facile. Ouais. Et donc, vivre dans 2 choses. Vivre pour les autres et vivre dans l'instant. C'est-à-dire dans l'instant, c'est-à-dire profiter des bons moments, aimer parler, aimer communiquer, comme on fait là. Là, quand je vous parle, je pense pas à ma maladie. Je vais y repenser. Quand vous êtes parti, je vais avoir un quart d'heure, le temps d'aller dans mon bureau, où je vais ça va être lucide. Et la lucidité, c'est... Donc voilà, les autres
et l'instant, pardon. Bien sûr, l'instant présent. Il y a une phrase de Simone Veil que je trouve formidable. C'est, pour parler des autres, l'attention est la forme la plus pure et la plus riche de la générosité. Et moi, un jour, on me demandait une question pas très gentille. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre sépulture quand vous serez mort? J'ai dit en anglais, he cared, il se souciait des autres. Ouais. Et deuxièmement, he was reliable. Il était fiable. C'est les deux choses qui m'importent dans la vie. Donc j'essaie de m'en tirer comme ça. Je dirais que je suis devenu peut-être un peu plus intelligent qu'avant. Pas très intelligent, mais un peu plus profond. Ouais. Et je lis plus, je m'intéresse à... Moi qui ne suis pas croyant du tout, et j'ai lu des Teilhard de Chardin, j'ai lu des bouquins de philosophie religieuse un peu. Bon, j'ai toujours aimé la philosophie. C'est vrai que vous me disiez en plus en off avant de commencer que finalement vous aviez fait des études littéraires de philo. Mais je suis complètement atypique, moi. Je fais études littéraires. Je suis athée, c'est pas atypique. Agnostique, je doute. Ouais. Mais je doute beaucoup. Et je suis à gauche. Vous vous rendez compte, dans la pub, à gauche, je l'ai jamais caché. En général, je m'arrangeais même pour que dès une première réunion avec le client, qu'il le sache. Et donc... et vous travaillez dans un fonds d'investissement, ça fait beaucoup de paradoxes. Et donc, j'ai été très, très, par exemple, intéressé par un article qu'on fait paraître des chefs d'entreprise après les Gilets jaunes. Il y avait Bazin, il y avait Emmanuel Faber, qui est un génie. Il y avait le président de Carrefour, que je connais bien aussi. Son nom m'échappe, mais bon, je le retrouverai, je le mettrai dans les notes. Et puis il y avait Stéphane Richard qui a été ce matin qui disait si on reste prisonnier d'un capitalisme libéral et le progrès, un développement à tout prix, on se cassera la gueule comme on a commencé à avoir des ennuis avec les Gilets jaunes. Et il prônait 13, je crois, dans le monde, un capitalisme social en réconciliant l'économique et le social. Et moi, c'est toujours ce que j'ai prôné. J'ai toujours pensé qu'on pouvait être à gauche et être capitaliste, faire des affaires. Et inversement. J'ai jamais dit que les gens de droite étaient moins bien que les gens de gauche. Ma femme est à droite, mais la plupart de mes amis... Vous êtes ouvert d'esprit. La plupart de mes enfants, j'ai réussi, ils sont un peu à gauche. Mais je disais à un ami de droite l'autre jour, on a les mêmes valeurs, un type que j'aime bien, mais on ne les met pas dans le même sens. C'est ça. C'est une manière d'interpréter. Donc ça m'a été aussi, vous savez, la gauche caviar et tout, des mots que je déteste. Non, je suis profondément... social, libéral. Un choix politique, c'est des hommes, des programmes, des valeurs. On sent l'homme politique qui ressort là, le futur peut-être président. J'avais monté un parti politique avec Kouchner, qui s'appelait Société Civile. J'ai fait des réunions. Ah, ça aurait été une bonne idée. Et on s'est rendu compte au bout de 6 mois que la politique c'était un métier. Ouais, c'est trop de temps, trop de travail. Et qu'on n'avait pas les mêmes rythmes. Pour eux, il n'y a pas tellement d'évaluation. Ils ont le temps. Ils jouent avec le temps. Et chez l'entreprise, vous savez ce que c'est. On va aller vite. On évalue les gens. On veut des gens performants. Donc, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi dans la politique. C'est vrai. Il y a eu Maire qui a été ministre des Finances. Il y a eu Breton. Il y a eu Bompard. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. C'est vrai, voilà, exactement. Donc, on a arrêté après, mais voilà, donc je suis atypique. En plus, maintenant, je me retrouve dans une banque d'affaires. C'est ça. Où je me plais beaucoup, ça fait 10 ans, parce que je suis entouré de jeunes gens. Je suis le grand-père, je vous dis, qui ont entre 25 et j'ai fait une chose que vous couperez parce que je suis bavard. Non, une chose qui a beaucoup plu. J'ai organisé ce qu'on appelle un c'est à vous. J'ai vu, il y a 35 personnes, c'est pas une grosse boîte.
j'ai passé 1 heure et demie avec chacune de ces 35 personnes, du président à un secrétaire, en leur disant, ça s'appelle Allentram, que penses-tu d'Allentram, en plus, en bien, en mal, es-tu heureux ici, si tu es malheureux, pourquoi, que tu suggères, quelles sont les idées que tu as pour eux. Et j'ai passé 1 heure et demie avec 35 personnes, eux qui parlent pas beaucoup, qui ont les yeux rivés sur leur ordi toute la journée, étaient ravis de parler à quelqu'un qui en plus n'est pas leur patron direct. Moi je suis un senior advisor, voilà. Et après j'ai fait une synthèse, j'ai fait des recommandations aux partenaires et on est en train de changer la gouvernance. Donc ça me correspond bien, d'aller vers les autres, de me soucier des autres. C'est ce que je vois. Je leur ai organisé aussi un séminaire et j'aurais dit à 17h30, vous aurez un invité surprise. Et à 17h30, il y a 2 mois, est arrivé Bernard Tapie. Ah. Ça a fait un tabac. Il m'a dit, je suis ami avec lui, je l'aime beaucoup. Ouais. Il m'a dit... il a été client d'ailleurs de RSCG pendant un moment, non ? Mais je le connais en dehors de ça, par le football. Puis j'aime bien. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Bon, il a parfois franchi la ligne jaune, mais il y a tellement d'autres qualités que ça m'est égal. Bon. Il m'a dit, quel sujet tu me donnes ? Il dit, comment se remet-on des souffrances de la vie ? Il dit, là, je suis assez bon. C'est clair, le pauvre. Pour terminer, Alain, je termine toujours par des petites questions un peu personnelles, je vous préviens, et notamment en fait sur vos habitudes. Alors peut-être vos habitudes de quand vous étiez à la tête de RSCG, Euro-RSCG. Si on parle justement alors de sport, on en a parlé avec le foot, est-ce que vous avez toujours pratiqué un sport ? Est-ce que justement cette hygiène de vie, en gros en 2 mots, mon idée c'est essayer de comprendre si c'était quelque chose d'important pour vous, le sport, je vais vous parler d'alimentation aussi, le sommeil, si en tant que chef d'entreprise, qui travaillait beaucoup malgré tout, vous aviez essayé de mettre en place quand même des meilleures pratiques pour tenir dans le temps, être bien, est-ce que c'était des choses qui comptaient pour vous ou est-ce qu'à l'inverse, vous le faisiez au fil de l'eau sans y réfléchir ? De l'âge de 8 ans à l'âge de 35-40 ans, tous mes loisirs sont passés dans le tennis et dans le foot. Au tennis, j'ai été international junior, je jouais bien, mais j'ai fait que ça. Il n'y a pas un week-end où je n'allais pas faire un tournoi de tennis. Et à l'époque, on faisait tennis l'été et foot l'hiver. C'est très séparé. Et donc, ça a été une extrait important. Tous mes amis sont sportifs, viennent du sport, il y a une espèce de mafia. Je vous l'ai dit, une mafia à l'époque, Marine Football HSC. Et non, ça a été un fil conducteur quand même, on va dire. Le soir de mon mariage, j'ai amené ma femme au Parc des Princes. Elle était contente ou pas ? Je sais pas. Vous l'avez pas dit. Elle m'a dit que oui. Et non, elle n'a pas dit que oui. Mais depuis, elle aime le foot. Bon, c'est donc, ça. Non, c'est plus qu'une passion. Pour moi, le sport, c'est l'école de la vie, c'est le stress, c'est l'énergie, c'est le contrôle des médias maintenant. Il y a tout. Si vous voulez, donc, il y a des dérives, il y a le dopage et tout. Mais moi, je suis pas très... Je vois surtout les côtés positifs. Et donc, diététique, il y a meilleur que moi, diététique. Maintenant, oui. Mais avant, j'ai tendance à prendre un peu de poids. Et je pense qu'il y a des gens qui sont maintenant beaucoup plus compétents en diététique que moi. Je comprends. Ma dernière question, c'est par rapport aux livres qui vous ont le plus marqué, au-delà des vôtres évidemment. Est-ce qu'il y a des livres que vous pouvez nous recommander ? Ça peut être des livres littéraires, ça peut être de la philosophie, vous qui êtes amateur, ça peut être des livres business, peut-être sur le secteur de la pub aussi. Et ma question, c'est vraiment des livres qui vous ont marqué particulièrement, qui n'ont pas changé votre vie, mais où vraiment... Même s'ils sont vieux. Même s'ils sont vieux, au contraire. Et si vous les avez vus il y a longtemps, ça pose pas de problème. Je citais en vrac un livre qui s'appelait Ami-Vie. Ami-Vie. Qui était Servan-Schreiber, Jean-Louis, qui avait fait un livre à l'occasion de ses 40 ans. D'accord. Et ça m'a passionné, que je me dis, si 40 ans c'est Ami-Vie, j'atteignais déjà presque l'âge, et ça m'avait passionné. Et qui est un livre sur l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. Ce qu'on ressent quand on
passe à D'accord. la deuxième partie de sa vie. J'avais eu un livre qui m'avait très intéressé. C'est un livre de Michel Butor qui s'appelait La modification. Je ne l'ai pas lu, Ça avait celui-ci. le prix Théophras Renaudot, je ne sais pas en quelle année. C'est le voyage d'un homme, je crois que c'est de Paris à Nice, qui va pour retrouver sa maîtresse et la ramener, et qui on vit les états d'âme du voyageur qui change d'avis pendant le voyage et qui finalement décide de rester avec sa femme. C'est Très un bien. très très bon livre. Ah bah je regarderai. Aujourd'hui, plus récent, je lis le livre de Grand Corps Malade parce que ça me concerne directement. Et puis, mais je viens de lire un roman d'une amie à moi qui était la femme de quelqu'un de l'agent BDP. Elle s'appelle Marie-Virginie Dru. D'accord. Un livre qui s'appelle Aya. D'accord. A-Y-A. Qui se passe en Afrique. Mm-hmm. C'est fantastiquement sensuel, sur la résilience, c'est très poétique. Ça m'a passionné. Alors que c'est pas le genre de livre que vous lisiez traditionnellement. Je lis parce que c'est elle, mais ça m'a passionné. Moi, pour la faire courte, les livres que j'adore, c'est les histoires d'hommes. C'est la vie de Mitterrand, les biographies. Passion de Sarkozy, les biographies. C'est Passion de Sarkozy, c'est le livre de Mitterrand. Écrits par eux-mêmes, en général, autobiographie. Non, par Franz-Xavier Gisbert ou par eux-mêmes. Livres sur Mitterrand, sur Sarkozy, sur François Hollande. Donc assez politique quand même aussi. En général, politique et biographique. Ouais. J'adore le destin. Et un particulièrement qui vous a marqué, c'est celui de Mitterrand ? Oui, parce que je connaissais personnellement, et je connaissais Sarko, ça m'a intéressé beaucoup. Je suis complètement spécial, je suis à gauche, et Sarko m'a remis la Légion d'honneur. Oui, c'est vrai. Donc, il s'en fout complètement, je suis à gauche. Et au-dessus de ça, il sait, quand il a été élu, je lui ai envoyé un mail, je te félicite, on aura un grand président pour la France, tu vas pas me remercier, surtout que je vais pas voter pour toi, je ne voterai jamais pour toi. Donc, mais les grands hommes sont au-dessus de ça. Qu'est-ce que je pense que sa femme, je suis pas sûr qu'elle a toujours été à droite. Oui, je suis pas sûr qu'elle soit à droite. Donc, non, les bios, j'adore les bios. Je comprends, c'est en général absolument. Winston Churchill, par exemple. Ouais. Même Charles de Gaulle, même si vous n'êtes pas gauche, sa biographie, enfin son autobiographie est absolument dingue. De qui, pardon ? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, le fil de l'épée, des choses comme ça, bien sûr. J'ai une admiration. J'étais pas gaulliste, j'étais mondésiste, mais j'ai une admiration, comme tout le monde, pour de Gaulle. Ça n'a rien à voir, ça. Alain, merci beaucoup pour tout votre temps. J'espère que je vous ai pas fait trop souffrir avec ce micro. Non, j'espère ne pas l'avoir à toi. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci mille fois. Si jamais, alors je ne sais pas si c'est possible, mais si jamais des personnes qui nous écoutent souhaiteraient vous suivre, vous contacter peut-être, est-ce que c'est possible ? Alors ce que je peux faire, c'est éventuellement vous mettre en relation, passer par, je sais pas, des réseaux comme LinkedIn, peut-être si vous êtes dessus. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour vous ? Un mail. Je vous envoie un mail. kezac.alain@wanadoo.fr. Et ben je le mettrai dans les notes du podcast. Je suis tout secret, moi. Je vois ça. Vous vivez à la hauteur de votre réputation. Merci beaucoup pour votre temps.